connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère sincèrement que vous allez bien. Un rappel habituel, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez la faire connaître à un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans notre dernier PPP consacré à Dawson, il s'agit d'Alexandra. Salut Alex. Salut Junior. Est-ce que tu es prête à parler de sexe et de caca aujourd'hui ? Bah on va dire que oui, hein. Tu m'as invité pour ça, donc allons-y gaiement. Oui, je sais, l'intro est improbable. Dans ce nouvel épisode, vous l'aurez capté, je pense, on va parler de la 3e saison de Sex Education qui est disponible depuis le 17 septembre dernier. Cette saison apporte-t-elle un plus ou malheureusement, cette série a-t-elle livré la saison de trop ? Des éléments de réponse à cette question et à plein d'autres, juste après un petit extrait. I am your new head teacher, Mrs. Haddon. But you can call me Hope. She's cool. Teachers aren't supposed to be cool. The first thing you need to know about me is that I used to be sitting where you are now. Literally. Yeah, I went to Moordale too. I love her lipstick. It's so bold. I've achieved a lot since then. 2 degrees, teaching positions at some of the country's top institutions. And by 28, I became the youngest head teacher in the UK. But the years I spent in this building were the best of my life. This school not only encouraged me to excel academically, but it truly allowed me to find my purpose. Alors, avant de parler de cette saison 3, juste pour situer, Alex, la série Sex Education pour toi, quelle relation tu entretiens avec cette fiction ? Est-ce que c'est une série géniale ? Est-ce que c'est une série sympa sans plus ? Bah écoute, moi je l'ai découverte parce qu'il y avait pas mal de bruit dessus, donc j'ai été curieuse d'aller voir parce que ça s'annonçait quand même très très avant-gardiste, etc. Et en effet, je pense vraiment qu'elle est devenue d'utilité publique, vraiment en ce qui concerne l'éducation sexuelle chez nos jeunes aujourd'hui. Tout est dans le titre, hein. Il y a un côté pédagogique sans pour autant tomber dans la leçon de morale, hein. Je vous rassure, on n'est pas dans les années 90 avec 7 à la maison, mais il y a toujours ce souci de, tu as raison, hein, de parler finalement à la fois bien sûr aux ados, de parler aux parents aussi, et de parler peut-être aux plus anciens pour dire... Regardez aussi comment les choses ont évolué, en effet, dans les questions de genre, dans les questions de relations sentimentales, dans l'acceptation de soi et de son corps. Et moi, je résumerai en une phrase. J'aurais vraiment aimé, pour les trentenaires que nous sommes, Alex, j'aurais aimé qu'on ait accès à une telle série comme les ados d'aujourd'hui ont accès à une telle série. Vraiment. Oui, en effet, nous, on a eu droit à tout ce qui est American Pie, etc., mais qui était quand même loin du message bienveillant et clairement d'éducation, en fait. Et c'était plus dans l'humour potache qui finalement ne servait pas vraiment la cause. Au casting de Sex Education, Asa Butterfield, Emma Mackey, Nkuti Gatwa, c'est celui qui joue Eric, Gillian Anderson, Emmylou Wood, Mimi Keane et Alistair Petrie, entre autres. Bien sûr, il y a beaucoup de monde. Alors, cette émission sera bourrée de spoilers. On ne peut pas en parler sans spoiler, donc je préfère prévenir. Donc regardez la saison 3 avant de continuer cet épisode. Donc, en ce début de saison 3, on retrouve les obsédés de Moordale qui ne pensent toujours qu'au sexe, avec un Otis qui porte une moustache et qui entretient une relation casual avec la fille la plus sexy du lycée, Ruby. La mère d'Otis, donc Jean, ne trouve toujours pas le courage d'annoncer à Jacob qu'il va être papa. Et surtout, cette saison est marquée par l'arrivée d'une nouvelle proviseure qui a l'air 1000 fois plus cool que Groff. Tout ce qu'il faut retenir dans cette phrase, c'est le « qui a l'air ». Question toute simple pour toi, Alex. Dans l'ensemble, que vaut cette saison 3 de Sex Education ? Eh bien, écoute, j'ai été assez déçue par les 3 premiers épisodes. Voilà, je pensais pas que ça allait vraiment décoller à partir du 4e épisode.
Donc à partir du 4e épisode, pour moi, je pense que c'est une réussite, clairement. Surtout qu'on ne perd pas de vue l'objectif, qui est aussi dans le titre, l'éducation sexuelle. Et on le voit aussi dans la scène d'ouverture. Parce que la scène d'ouverture, si tu te souviens bien, ça c'est tout le monde en est bas. Et en fait, moi je pense que le message de cette ouverture, c'est le faire c'est bien, le faire bien c'est mieux. Puisqu'en fait, la scène d'ouverture nous montre qu'il faut aller au-delà des apparences, puisqu'elle se termine, cette scène d'ouverture, sur finalement un flop. 2 qui ont terminé. Lui, trop sûr de lui, pense qu'il a été au top alors que la demoiselle n'a pas vraiment joui. Et du coup, une discussion commence à savoir mais pourquoi, mais une comparaison avec les autres, etc. Et du coup, voilà, on fait tomber les apparences. C'est pas parce qu'on le fait que c'est bien, parce que le faire bien, c'est mieux. Exactement. D'ailleurs, le côté hyper cut, hyper coupé, traduit un peu, pour dire les choses clairement et crûment, de baiser comme des lapins. C'est pas parce que vous le faites de façon surexcitée que c'est génial, en fait. Il faut y mettre un peu plus que ça, et surtout être attentif aux désirs de l'autre et au corps de l'autre, aux réactions de l'autre. Et c'est ça, en fait, que ça traduit. Et justement, c'est génial que cette fille renvoie son mec dans les cordes en lui disant « Bah moi, j'ai pas tellement joué, en fait. » Oui, surtout que on sait bien que les nanas d'avant n'osaient pas vraiment dire à leur partenaire que c'était pas génial. C'était plutôt assez tabou, en fait, de faire un peu le compte-rendu de ce qui venait de se passer. De toute façon, la base est toujours la communication. Ça, c'est une constante depuis la saison 1. La base, c'est communiquer. Jusqu'au dernier épisode, d'ailleurs, on évoque l'importance de ça. C'est pas pour rien qu'on a le personnage de Jean, qui est évidemment sexologue, thérapeute, et qu'on a aussi Otis qui incarne ce souci-là de faire parler les autres pour régler leurs problèmes. Déjà en parler, on a réglé, entre 33 et 50% du problème. Et d'ailleurs, Jean, on la retrouve juste après la scène d'ouverture, puisqu'elle est un remède aux problèmes rencontrés à la fin de la scène d'ouverture, parce qu'elle est interviewée à la radio pour faire la présentation de son nouveau livre d'éducation sexuelle. Et on voit que finalement, il y a une excellente transition là. Ça veut dire que les jeunes ne peuvent pas recevoir une aide véritable sans l'intervention de spécialistes qui donc là ici sont caractérisés, sont personnifiés par le personnage de Jean. Exactement. Juste rapidement, je partage sinon, pour revenir à ce que tu disais sur la vie générale de la série, je partage ton opinion. Ça peine vraiment à décoller, à faire rire aux éclats. Il faut attendre ce 4e épisode. En fait, j'aime profondément cet épisode, le 4e, parce que c'est un peu à la Atypical, c'est-à-dire qu'on a tous nos personnages à un point charnière de leur vie, à un moment de friction de leur vie. Est-ce que Otis, donc qui s'est mis en couple, en tout cas qui a une relation complètement désintéressée, juste basée sur le cul, avec la fille la plus sexy du lycée, Ruby, est-ce qu'on doit se mettre en couple ou pas ? Est-ce qu'il l'aime ou pas ? Maeve qui se rapproche donc d'Isaac, ce jeune homme en fauteuil qu'on a tous détesté en fin de saison 2 d'avoir supprimé le message d'Otis, et ainsi de suite. Adam, Eric, est-ce que, comme Adam part en voyage en France, est-ce que leurs sentiments vont se renforcer et rester justement costauds malgré la distance ? Bref, on a tous les personnages à un moment de friction de leur vie, et je l'ai trouvé formidable d'ailleurs. Oui. C'est ça peut-être aussi qui a fait monter la qualité en fait de cette saison, qui était assez plate au départ. En effet, l'écriture vraiment excelle à partir de l'épisode 4. C'est pas qu'elle est complètement mauvaise dans les 3 premiers épisodes, mais comme tu le dis, le moment vraiment charnière qui correspond à la vie de chacun, aux attentes de chacun et au voyage. Et d'ailleurs, on voit que tout est une métaphore, parce que Eric, donc toi tu dis que Adam part à Paris, pas à Paris mais en France, pardon. Mais Eric, lui, ne part pas en voyage en France, en voyage scolaire. Lui, il part en voyage dans son pays d'origine, puisqu'il y a un mariage au Nigeria, en fait. Et donc, il y va avec sa famille. Et là, il va être confronté à une réalité, et on va s'apercevoir que cette réalité, en fait, elle est déformée dans l'imaginaire collectif. On ne s'imagine pas que la communauté LGBTQ est acceptée de la même manière, alors que parfois, finalement, elle est peut-être mieux acceptée là où on ne l'attend pas. En effet, il se rend donc au Nigeria, dans son pays d'origine. Évidemment, être gay là-bas, c'est compliqué. C'est tellement compliqué qu'une loi s'y oppose.
l'interdit. Et c'est ce qui est explicité dans l'épisode. J'ai pas vérifié d'ailleurs si c'est... Je vois pas pourquoi ils mentiraient là-dessus. Ouais, on voit pas pourquoi ils mentiraient là-dessus. Mais justement, ce n'est pas parce que c'est pas explicitement admis que c'est complètement impossible. Et c'est ça que va montrer le personnage d'Eric, qui va être lui-même le premier étonné. Donc on va peut-être pas spoiler de ce qui se passe là-bas, puisqu'en plus on en a que quelques secondes de preuve en fait, puisque on ne le sait que quand il revient et qu'il est confronté à Adam. C'est ça. Voilà, je préfère ne pas dire de conneries dans ce podcast, j'y tiens, je viens de vérifier. Depuis 2014, le Nigeria a promulgué une loi interdisant l'homosexualité. Mais de toute façon, on sent que c'est une série qui est fouillée, qui est travaillée pour n'offenser personne et mettre des mots précis sur un genre, sur des comportements sexuels, etc. Donc voilà, je préfère quand même le préciser que c'est le cas depuis 2014, d'après un article du Monde que j'ai sous les yeux. Voilà. On est sérieux, Alex, on est précis. Hein. Oui, c'est vrai, on est absolument très studieux. On a préparé ça aux petits oignons, c'est magnifique. De vrais pros. T'as vu ça? Serrer les fesses, Télérama, on arrive. Je sais que tu veux que personne ne sache pour nous deux, mais j'ai l'impression qu'en fait, t'as honte qu'on te voit avec moi. Je tiens beaucoup à mon intimité, Otis. Et moi, je crois que t'as honte. D'accord, t'as raison, c'est vrai que j'ai honte. Je suis une fille sexy et populaire, alors que toi, t'es une asperge habillée comme un plouc et avec une horrible moustache. Mais t'as dit que t'aimais ma moustache? Et que j'étais un bon coup? T'es un bon coup, Otis. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'être vue en public avec toi. Très bien. Moi, j'ai pas envie d'être vu en public avec quelqu'un de méchant. Et qui utilise les mecs pour leurs compétences en matière de sexe. J'ai un peu plus d'amour-propre que ça. C'est fini entre nous. On va essayer de prendre peut-être un peu les choses chronologiquement. En plus, ce sera facile de faire cette distinction point négatif, point positif, puisque les points négatifs sont majoritairement concentrés dans les 3 premiers épisodes de la saison. Pourtant, il y a un parti pris que j'ai trouvé très sympa, c'est de faire qu'enfin Otis sorte avec quelqu'un et couche avec quelqu'un, et en l'occurrence Ruby. Ruby, c'est écrite ainsi, dessinée ainsi, la fille la plus sexy du lycée, quoi, la plus Paris Hiltonienne, j'ai envie de dire, et qui au fond ne se résume pas qu'à ça. J'ai trouvé ça pour le coup sympa, mais je dois avouer qu'elle est assez irritante au départ, la relation Ruby-Otis. Oui, heureusement il y a un épisode où on la présente vraiment dans son cercle familial et on découvre qu'en fait la vie n'est pas rose pour elle. Là, ça rend le personnage un peu plus humain, un peu plus acceptable, on va dire, parce que sinon, le reste du temps, elle est complètement exécrable. Hein. Elle est mal polie, hein. D'ailleurs, il y a Jean qui hallucine en la voyant sortir de la chambre d'Otis et qui dit « Mais c'est qui cette jeune impolie ?» Elle est vraiment pas très sympathique, mais elle s'adoucit au contact d'Otis, au fait. Parce que elle le façonnait à sa façon, hein. Elle l'habillait comme elle le voulait, elle en faisait ce qu'elle voulait, elle lui faisait porter son sac. Oui, c'était son petit larbin, elle voulait le modeler à sa façon. Et au final, là on s'est dit on va encore tomber, parce que c'est pas la première fois dans une série teenage qu'on nous présente un couple qui est d'abord secret, puis après elle ou lui tente de changer l'autre, c'est souvent elle qui change. Mais du coup, moi ça m'a pour le coup un peu agacée. Parce que c'est pas le plus intéressant dans cette série. Parce que quand même, le livre de Jean Milburn, qui est aussi en fait une mise en abîme, car le projet premier de cette série et du livre, donc de l'œuvre de Jean, c'est éduquer aux choses qui sont la plupart du temps tabous, en dédramatisant et en normalisant ce qu'on considère de manière erronée, bizarre et hors norme. Or, finalement, cette relation entre Otis et Ruby, elle n'a absolument rien de normalisant ou de tabou, finalement. Donc c'est pas vraiment la situation centrale de cette saison.
En tout cas, dans les 3 premiers épisodes, ça prend beaucoup de place. Il y a même des gens qui commentaient sur le net en disant finalement, le couple Ruby-Otis n'est-il pas plus intéressant que le couple Otis-Maeve? Bien sûr, quand on voit la suite, c'est clairement pas le cas, Oui. mais quand même, ça a interpellé pas mal. C'est pour ça que je le soulignais. Et ce qui était intéressant en plus, c'est qu'il y a eu une inversion à un moment donné, parce qu'Otis lui dit souvent, c'est la fille qui... Pardon de rentrer dans les clichés, hein, mais le plus souvent dans les séries, en tout cas, c'est plus la fille qui dit au bout d'un moment, écoute, j'en ai marre que tu me prennes pour un objet sexuel. Est-ce qu'on a un couple ou pas? Si c'est pas le cas, on arrête. Dans Sex Education, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est Otis qui la met au pied du mur et qui lui dit, si tu veux qu'on continue à rester ensemble, moi j'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie de savoir où tu habites, que ça se résume pas qu'à du cul, sinon on arrête. Et j'ai trouvé ça super en fait, Oui, de montrer que ça peut aussi venir des garçons. en effet, oui. Est-ce qu'il y a des éléments négatifs que tu souhaites souligner d'ailleurs, d'autres? Bah écoute, moi j'ai trouvé que par exemple les personnages du corps enseignant, c'est une évolution très pâle en fait. Il n'y a pas vraiment de... ils font un peu potiches. Bon, ils sont mignons, hein, mais ils sont sympas, mais ça reste très caricatural. Enfin, en même temps, cette série est caricaturale, mais elle est aussi dans une démarche d'engagement pour l'égalité des genres et non-genres. Et elle prône quand même la liberté à une éducation sexuelle saine et sereine pour tous. Donc c'est pour ça qu'on la retient. Mais c'est pas pour l'ensemble de ses personnages, puisqu'il y a des figures beaucoup plus pâles que d'autres. Je suis assez étonné parce que tu dis caricatural, mais on a bien compris au bout de 3 saisons qu'on s'éloigne de ça, tu vois. Oui, mais tu sais, le prof qui veut sembler sympa, mais qui en fait est un peu has-been et too much. La prof qui est cool, sympa, mais un peu effacée sur les bords. Mais en même temps, c'est une série sur les jeunes, c'est pas une série sur les vieux, j'ai envie de dire, même s'ils sont pas vieux. Ils sont volontairement mis en retrait, bien sûr, pour laisser grandir les ados. Bon, bah, il y a que moi qui relevais plein de points négatifs. Moi, j'ai pas aimé, par exemple, je vais te les lister, hein, ce sera plus simple. Au premier épisode, le mec qui finit à poil dans les toilettes abandonnées, puis devant les salles de classe, c'est censé être drôle. Moi, ça m'a pas fait rire. Je suis peut-être trop vieux avant l'âge, j'en sais rien. Il y a aussi des éléments que j'ai relevés, que je n'aimais pas, mais qui se justifient bien en fin de saison. Tu vas comprendre où je veux en venir. Par exemple, on a clairement l'impression que les scénaristes ne savent pas trop quoi faire de Groff, l'ancien proviseur. Donc le boulet ultime, quoi. Ah bah écoute, Tu vois? au contraire, moi j'ai trouvé que... donc c'est Michael, hein, Michael le père d'Adam. Donc on rappelle que Adam avait des excès de colère, mais que là il a quand même pas mal progressé, donc même s'il a toujours du mal à verbaliser, on comprend vite pourquoi, justement grâce à ce personnage que toi tu voudrais un peu condamner, puisque c'est à travers cette saison et ce personnage de Michael, son père, qu'on connaît les secrets de son éducation, avec la rétrospection implicite sur l'éducation de ses aînés, donc son père et son oncle, et qui explique largement l'éducation reçue basée sur une virilité abusive. Virilité abusive, tu reconnaîtras que je reprends les termes d'Eddie de Pretto. Donc tu sais, une virilité mal placée, avec toujours le rabaisser les autres, harceler, faire des blagues de cul, etc. Les garçons ne pleurent pas. Mais là, tu parles de la deuxième moitié de la saison. Je trouve ça prend du temps, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que je le condamne dans la première moitié. Il sert à rien. Moi, je l'ai malheureusement vu comme un boulet. Et c'est comme ça qu'il est présenté. On apprend à connaître que lui aussi est en souffrance, qu'il a été victime de harcèlement de la part de son propre frère. Ça, il faut le faire quand même. Et puis... Qu'il l'appelle Michaela au lieu de Michael, d'ailleurs. Oui, et en fait, le personnage de Michael, donc surtout dans la deuxième partie de cette saison, comme tu l'as rappelé, c'est clairement dans l'air du temps par rapport à la déconstruction sociétale basée sur des éducations des garçons qui sont devenus désuètes et qui sont totalement à repenser aujourd'hui et de manière assez urgente, justement pour arrêter ces dégâts de virilité mal placée, j'ai envie de dire. Et il faut rappeler aussi que les filles ont leur part de virilité également. Et d'ailleurs, Ola rappelle à Adam au tout premier épisode que c'est pas parce qu'on est un garçon homosexuel qu'on est moins un garçon que les autres. Parce qu'on peut très bien être binaire et homosexuel, et au contraire, non-binaire et hétérosexuel, comme avec... Le personnage de Cal qui arrive dans cette troisième saison. Oui, Cal.
qui sort avec, j'ai plus le nom. Jackson. Voilà, Jackson. Et moi, ça m'a vraiment intrigué, le personnage de Cal, donc non-binaire. Mais qui dit non-binaire peut dire hétérosexuel, mais dans une relation queer, en fait. Et moi, j'avais jamais pensé à ça. Et j'ai appris des choses, en fait, à mon grand âge, presque 36 ans, et toutes mes dents, n'est-ce pas, Junior? Et oui, moi, j'apprends encore des choses de cette série. Donc, voilà pourquoi elle est d'utilité publique. Et je pense que même pour les gens qui ont notre âge, ou voire plus, ça peut apporter vraiment quelque chose, en fait. Complètement. Et je dois avouer, c'est marrant, on a l'introduction d'un personnage non binaire est bien sûr essentielle. Donc, pour rappel, si tu m'arrêtes, Alex, si je dis des conneries. Oui. Hein. C'est une personne qui ne se considère ni comme un garçon ni comme une fille. En l'occurrence, c'est une fille, hein, Cal. Oui. Mais il veut pas qu'on l'appelle elle ni il. C'est son choix et on se doit de le respecter. C'est comme ça qu'il souhaite être considéré. L'identité queer. C'est tout bon? Oui, pas de c'est tout conneries bon. Même si elle ne se définit pas comme fille, donc il faut pas dire que c'est une fille. Donc c'est pour ça, c'est ça. c'est assez ambigu. Je me Après, permets de dire ça parce que la proviseure la voit comme une fille. on a ce problème après dans notre langue française, on a genré absolument tout. Par rapport à l'anglais, on n'a pas une étudiante, un étudiant, on a student, point. Et forcément, notre langue n'est pas faite vraiment pour les personnes non binaires, en fait, finalement. Mais c'est un personnage super intéressant, même si je n'aime pas trop l'interaction qu'elle a avec Jackson. Ah bon? Qu'est-ce qui te déplaît? J'ai pas aimé en fait la dynamique de faire consommer des trucs hallucinogènes à Jackson qui plane à 10 000 tout le temps. Je sais pas, ça m'a pas intéressé en fait. C'est surtout, on y revient, dans la deuxième moitié de la saison, quand il peut y avoir une relation sentimentale entre ces deux personnages que ça le devient plus. J'ai trouvé que jusqu'à la fin de l'épisode en France, là, et l'histoire du caca, on va y revenir, c'est un peu du grand n'importe quoi et ça m'a rappelé, désolé c'est une référence qui va pas te parler, mais Alex, mais ça va parler aux sériphiles qui nous écoutent, ça m'a rappelé le personnage de Seth Cohen dans Newport Beach, ou en saison 3 à qui on lui faisait fumer des pétards alors qu'à la base c'est absolument pas son truc. Je sais, ça rentre dans le cadre de l'expérience des ados, mais je trouve que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, le fait que Jackson se fasse facilement entraîner par ce personnage. Ça m'a pas plu en fait. C'est plus la sphère sentimentale qui m'a plu que tout le reste. Voilà. Moi, ça m'a pas particulièrement dérangé, ça fait partie d'une réalité, puis ça rajoute un petit côté rock'n'roll au personnage, même si, bon, peut-être que à tort, je considère que consommer des produits qui font planer, c'est vraiment une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est rock'n'roll ou est-ce que ça commence à devenir has-been et qu'on n'est pas forcément rock'n'roll en faisant ce genre de choses? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, en disant ça, je vais me prendre un petit CBD. Bon, je déconne. Hein. Alors, je déconne, on se calme. On va parler des points positifs. Qu'est-ce qui t'a profondément plu dans cette saison ? Oui. Alors, cette série met l'accent sur les sexualités dites différentes, et je dis bien dites différentes parce que finalement, cette série sert à aussi normaliser et à remettre de manière sereine et saine les sexualités qui ne sont pas hétéronormées, voilà, dans l'acceptation, en fait. En gros, la force de Sex Education, et ça c'est le cas depuis la première saison, c'est de montrer que ce qui était considéré auparavant comme étant marginal est en fait tout à fait louable et respectable. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est différent, finalement, c'est la norme. Parce qu'il n'existe pas de norme, en fait, qu'on soit binaire, non-binaire, LGBTQ, hétéro, etc. Et c'est ça qui est très intéressant. Et tout à l'heure, on parlait de la relation queer naissante entre Cal et Jackson. Là aussi, ça fait écho, je pense, à cette nouvelle façon d'envisager les relations intimes en enlevant la charge sexuelle aux femmes. C'est-à-dire une relation intime ne comprend pas forcément une pénétration. Et c'est ça que le personnage de Cal essaye de faire comprendre à Jackson, son futur potentiel partenaire. Et voilà, parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, une relation intime, ce n'est pas de la pénétration. Et même au premier épisode, Otis le rappelle à Eric, parce que Eric considère qu'il n'a pas encore couché avec Adam, puisqu'il n'y a pas eu pénétration. Il dit qu'ils ne font que se masturber. Or, en fait, Otis lui rappelle que la masturbation est une relation intime, est une relation sexuelle en soi. Et que c'est un acte abouti, en fait.
et qu'il faut arrêter de croire qu'une relation sexuelle est une relation avec pénétration. En parlant de ça, c'est casser tous les carcans, quoi. En gros, la masturbation, c'est juste des préliminaires. Alors que non. Voilà, il faut déconstruire vraiment ce que sociétalement parlant on nous impose depuis toujours et montrer que, imposer une pénétration comme étant la norme, c'est imposer aux femmes d'être pénétrées et donc potentiellement par extension d'être fécondées. Si on en croit notre société traditionnellement judéo-chrétienne en fait. Puisque si on reprend les anciennes condamnations des papes qui ont précédé notre pape actuel, pas de relation homosexuelle, oui. Pas de relation avec une contraception, des relations pour faire des enfants, et du coup qui dit faire des enfants dit pénétration forcée, tu vois, enfin forcée et forcément, et subie peut-être. Donc voilà, là on est vraiment dans quelque chose qui fait écho à notre nouvelle façon de repenser les sexualités et non pas la sexualité puisque les sexualités sont multiples et heureusement. Bonjour Moordale. À partir de la semaine prochaine, les élèves devront tous porter un uniforme sur le campus. Cela est bien entendu obligatoire et non négociable. Je crois que je viens de décéder. Veuillez noter également que les bijoux, les piercings, les cheveux colorés ainsi qu'un uniforme non réglementaire seront passibles de sanctions. Le non-respect du règlement déclenchera immédiatement une retenue. Je vous l'avais dit, rien n'est jamais juste une ligne. Qu'est-ce qui t'a marqué d'autre ? On peut aussi saluer la sexualité des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qu'on n'a quasiment jamais vu à l'écran. Et donc, à travers le personnage d'Isaac. Voilà, à travers le personnage d'Isaac. Rappelons aussi que le handicap peut être visible ou invisible, comme les maladies. Et donc, en fait, Isaac qui tente de se rapprocher de Maëve, même si c'est de manière, tout à l'heure tu l'as rappelé, maladroite, puisqu'il a volontairement effacé le message d'Otis qui était destiné à cette dernière. On l'a beaucoup détesté, le pauvre, pour ça. Oui et non, parce que moi je me dis en même temps il met toutes les chances de son côté quoi. Enfin, on peut pas condamner un personnage déjà qu'il a pas de chance comme ça. Justement, c'est bien, on passe par cette réconciliation qui fait du bien d'ailleurs. Oui, parce qu'au final elle ne le condamne pas, elle lui en veut certes, mais voilà, elle lui fait pas non plus une grosse crise. Et d'ailleurs, si on peut rappeler, à l'origine, Isaac n'était pas censé être paralysé. Et là, on a un exemple de rôle qui s'adapte à son acteur. À la base, donc, le rôle d'Isaac devait seulement être amputé d'un membre. Et l'équipe de production a tellement été impressionnée par la performance de George Robinson, qui interprète le personnage d'Isaac. Donc, elle a décidé quand même de le retenir et d'adapter en fait le rôle à sa condition. Et là, on est clairement dans l'inclusion, en fait, pour Totalement. Une fois. Et il est excellent, d'ailleurs, il est vraiment excellent. Oui. Et j'adore la façon dont il explique quand Maeve et lui se rapprochent, ce qui l'excite en fait. Oui. Le fait qu'il puisse avoir des rapports, le fait qu'il puisse avoir une érection, c'est vraiment fait avec beaucoup de pudeur et beaucoup de justesse, tout simplement. Il y a encore beaucoup de choses à passer en revue. Il y a beaucoup de choses qui changent dans cette saison 3. Il y a bien sûr l'arrivée de la nouvelle proviseure qui n'est pas un visage inconnu pour toi. Oui, en effet, j'ai été très contente. Je ne savais pas d'ailleurs avant de regarder le début de cette saison que Hope Haddon, la nouvelle proviseure, donc est interprétée par Jemina Kirk. Donc c'est une actrice anglo-américaine que j'adore et que j'ai connue grâce à son rôle de Jessa dans la série Girls de Lena Dunham. Et alors, certes, c'est une bonne actrice, mais je trouve ici que son personnage est décalé. Enfin, moi, j'y n'y crois qu'à moitié. Donc, si on peut rappeler, elle fait son apparition sur la scène du lycée en dansant, dans une combi très branchée, avec un maquillage super tendance. Donc, son look et son maquillage sont clairement commentés par les élèves en adoration, qui ont même le droit de l'appeler par son prénom. Mais depuis quand on appelle une proviseure par son prénom ? J'ai tellement pensé à toi en voyant ça, je me suis dit ça va pas passer pour Alex. Oui, mais alors surtout, l'ambiance s'annonçait particulièrement détendue, n'est-ce pas ? Sauf qu'en fait, les apparences sont trompeuses. C'est pas parce qu'elle a un look qui déchire qu'en termes de règlement, on va avoir des assouplissements. Bien au contraire.
Donc là, on a le retour plutôt à une atmosphère rigide, quasiment militaire, et même l'éducation sexuelle qui régresse. Faut expliquer, hein, ça va crescendo. Au départ, elle passe pour une proviseure cool, et ensuite, on durcit le ton. Ça commence par une espèce de ligne de démarcation dans le lycée, et ainsi de suite. Oui, sauf que ça va beaucoup plus loin. Elle prône davantage l'abstinence qu'autre chose, en fait. Et ça... Et donc, ce serait bien que tu expliques un peu ce qui se passe dans ces... Enfin, comment elle prône l'abstinence. Avec des vidéos complètement has-been, et on a un retour d'une éducation sexuelle pour le genre masculin et pour le genre féminin. Seulement c'est là que ça pose problème pour les élèves qui sont non-binaires, puisque quand ils séparent les garçons et les filles pour ce genre de séance, certaines ne savent pas où aller. Et pour l'uniforme aussi. Donc jupette pour les filles, pantalon pour les messieurs. Sauf qu'en fait, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on a envie de mettre une jupe. Et ça, c'est l'un des moments les plus marquants de la série. Fini les looks singuliers, quoi. Fini l'anneau dans le nez pour Maeve, les cheveux colorés. Fini... les piercings, le maquillage à outrance. Le look de Lily, tu sais, voilà, tout ça, c'est fini. Donc la grande perche qui sort avec Ola et qu'on aimait profondément dans les saisons précédentes de par sa singularité, son côté... un peu à la Phoebe bouffée, d'être à part et ça lui va tellement bien. Voilà, oui, les maquillages, les coiffures singulières, les couettes, ouais, tout ça c'est fini. Mais donc ça veut dire qu'en fait on utilise une méthode répressive. C'est clairement de la répression, mais ça va au-delà du sexe, ça va clairement dans la personnalité. Et c'est ça le message de cette série, c'est que accepter sa sexualité, c'est accepter qui on est dans sa singularité. Exactement, ouais. Moi, ça m'a plu, justement. Et puis, l'uniformisation, ce serait cru dans Harry Potter. Là, tous les costumes sont magnifiques, hein. Franchement... Oui, alors oui, c'est vrai. Par contre, c'est clair que, après, Hope a du style. On voit qu'elle est clairement stylée. C'est comme ça, d'ailleurs, que d'un premier abord, elle devient plus que populaire, mais les jeunes vont vite déchanter. Et en effet, tout est stylé, tout est calculé. Quand c'est stylé, c'est les apparences. C'est pas parce que c'est beau que c'est bon ou que c'est bien. Et c'est là justement qu'on veut mettre en garde. Et pareil, c'est pas parce qu'on est cool, voire très décontracté, que il n'y a pas de règles et que c'est pas rigide. Il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas noté lequel, je sais pas pourquoi. C'est un épisode sur le double date Eric, Adam, Otis, Ruby qui apprennent à se connaître au bowling. Aimé. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ça le 4e. En fait, l'épisode du double date, c'était dans l'épisode 3 et c'est à partir de ce moment-là qu'on a trouvé la série, la saison 3 de Sex Education d'autant plus intéressante. Voilà, l'épisode 4, en fait, c'est le premier épisode dans lequel ils se mettent à porter les uniformes et c'est celui qui précède le voyage en France, dans la Somme, donc. Et voilà, c'est exactement grâce à cet épisode que j'ai commencé vraiment à me mettre dedans. Et au début, on se dit que c'est un date qui va partir en cacahuète, mais c'est un date qui est finalement très intéressant. Et on voit vraiment que les personnages apprennent à se connaître, même si c'est fastidieux, même si ça prend du temps, et qu'au final, ils peuvent avoir des points communs insoupçonnés, en fait. Comme Ruby et Adam qui aiment la famille Kardashian, du coup ça crée une connexion entre eux. Oui. Et elle a complètement halluciné en disant mais d'où il regarde ça, et oui, Adam regarde ça avec sa mère, et surtout ça permet d'appuyer sur un autre point positif de cette saison, c'est le personnage d'Adam, quoi. Oui. Quelle évolution, putain, quelle putain d'évolution. Permettez-moi d'être grossier, le comédien est extraordinaire et l'écriture de ce personnage est extraordinaire. Il me touche à chaque apparition, ce mec-là. Oui, il a complètement retrouvé son humanité dans cette saison. On voit rarement une évolution aussi positive d'un personnage, qui est à la base complètement horrible. Il était un harceleur, il malmenait Eric, c'était un taiseux qui préférait cogner, il était dans le déni de son homosexualité. Et dans cette saison, on appuie surtout sur le fait qu'il travaille en tout cas à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Oui. Et c'est Ola qui lui apprend à verbaliser davantage sa colère. Et vraiment, je trouve ça extrêmement touchant parce que sur certains points, je me suis reconnu, tu vois, par exemple, le fait de ne pas
toujours regarder la personne qu'on a en face dans les yeux pour bien se concentrer et formuler sa pensée. Je pense que pas mal de gens aussi peuvent se reconnaître là-dedans, quoi. Du coup, parfois, il tourne le dos à son interlocuteur, ça me faisait rire. J'en suis pas à ce point-là, mais ça m'a fait rire. En tout cas, vraiment, ce personnage est divinement écrit. C'est pour moi, depuis la première saison, la plus belle évolution. Oui. How do you feel about it? New family, baby and stuff. It's a big adjustment, because I'm an only child, but I'm trying to be more adult. Yeah, I think Ola's finding it hard too. After her mum died and her sister's gone off to university, it's just been her and her dad. So maybe you can help each other out. Did I say the wrong thing? No, it was very astute, actually. Holy shit. What? Kim Kardashian is having another surrogate baby. She is so bold. I can't believe it. Don't you think it's weird how the last surrogate was never in the show? I watched the Kardashians with my mum. Well. Difficile de ne pas parler du voyage dans la Somme, en France, l'épisode 5, Oui, alors, et l'histoire du caca. D'ailleurs, parlons-en de ce voyage dans la Somme. En fait, ils sont jamais allés dans la Somme, l'équipe du tournage. Hein. On va pas se mentir, à cause du Covid, ils ont tout recréé en Angleterre, hein, puisque c'est une série britannique. Et en fait, la station, on en parle de cette station essence, qui va être capitale pour une scène trop cute entre Maeve et Otis. Oui. En fait, je sais pas toi si t'as eu cette impression, mais c'était écrit en français, hein, elle s'appelle Sur le lac ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, punaise, elle a sacrément de la gueule cette station-service pour être en France. Et en plus, encore plus dans la Somme, quoi. On n'a pas des stations-service aussi glamour dans la Somme. Hein, on va être honnête. Elle est supra-stylée avec un panneau lumineux. Oui, avec les couleurs qui vont bien, avec un cadrage fluo. un peu à la Hopper, pour ceux qui aiment l'histoire de l'art. Et non, mais non, on n'y croit pas. Alors quand on est français, on n'y croit pas une seule seconde que de 1, ça se passe en France, et que de 2, surtout, ça se passe dans la Somme. Hein. Bonjour nos amis des Hauts-de-France et de nos amis Picards. Désolée, mais c'est trop énorme, quoi. Parce que moi, je me suis dit, c'est pas possible. Comme je n'y croyais pas, je suis allée me renseigner. Et en effet, Otis n'a jamais mis les pieds dans la Somme. Il faut pas perdre de vue aussi l'objectif de ce voyage scolaire. Donc c'est pour une commémoration sur la Première Guerre mondiale. Donc en fait tout est reconstitué. Ça n'est pas du tout notre musée à nous. D'ailleurs ils ont changé légèrement le nom du musée. C'est pas, il s'appelle pas en réalité le musée national de la Somme ou je ne sais quoi. Hein. C'est clairement un autre musée, un autre nom. Ça doit être une histoire d'autorisation oui, aussi. Bah hein, oui, voilà. tu sais. Parce qu'on peut pas faire passer un musée alors qu'on n'y a pas tourné. Donc ça, c'est... Voilà. Bon, c'est regrettable. Ils disent que c'est à cause du Covid, mais bon, il a bon dos, ce Covid. On fait long aujourd'hui, hein, faudra nous excuser, émission un peu plus longue que d'habitude, mais c'est dire à quel point la saison 3 de Sex Education est riche. Oui, tu parlais du côté glamourisé, si je puis dire, de cet endroit, et surtout il y a une scène qui est particulièrement touchante, et il faut saluer la qualité de jeu d'Asa Butterfield, quoi, d'Otis. J'ai trouvé ça très... Oui, c'est très beau. Et justement, ça relève clairement le niveau du début de saison qui était pas parti pour cartonner finalement. En fait, Maeve souhaite savoir ce qu'il y avait sur le message qui a été laissé, donc Isaac avait effacé, et vraiment, mot pour mot, avec l'intonation qu'il avait utilisée en fin de saison 2, il fait une restitution de ce message et c'est extrêmement émouvant quoi, à entendre. Vraiment. C'est extrêmement bien joué. It was something like, "Hi, Maeve. I'm watching you on TV right now. And I wanted to let you know how proud I am of you. And about how you saying you had feelings for me was all I ever wanted to hear. Because it's always been you. I love you." I'd like to touch you. I mean, anyway, it was stupid. But I've forgotten how
Do you mean it? and said I didn't need you. But look at me now. Sometime in the summer. On n'a pas parlé du côté scato et uro de la série. Non, alors oui, alors moi justement c'est ce que je garde de déplorable un peu parce que justement on n'est plus dans American Pie, hein, nous on a subi la génération American Pie. Quand je dis subi, c'est pour les raisons qu'on avait évoquées précédemment, hein, c'est que ça ne nous apportait rien en termes de réelle éducation et d'ouverture. Et non, enfin pourquoi aller faire du pipi caca prout, non, trop scato. Oui, bon, ça fait rire 2 secondes, mais moi, personnellement, ça m'a pas fait rire plus que ça. Excuse-moi, Alex, je me marre parce que c'est drôle quand on voit d'où on part. C'est dans le même épisode, hein, cet épisode de la déclaration et le caca. Mais oui, c'est un contraste assez saisissant, finalement. Et on pourrait se dire, bah oui, on peut rire de tout, on peut dédramatiser tout, on peut normaliser tout. Ok, mais... oui. Moi, je suis pas forcément fan de cet humour. Bon, on aura compris que tu restais très hermétique. Ok. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ma voiture? I don't think that was a bat. It's a poo. It's human poo. I think I'm gonna bomb. Un de vos étudiants a jeté ce caca à ma voiture! Ouais, d'accord. Does anyone know what he's saying? Who speaks French properly? Rahim, please. He says at least no one was hurt. Ouais. Oh, ouais. J'ai vu un bras par la fenêtre là-bas qui l'a jeté. And he says that we should carry on driving now. C'est lui. Mais c'est lui, regardez, il a pas de chaussettes. C'est lui qui a jeté ce caca à ma voiture. He thinks you know me. I don't know you, sir. I'm sorry. No, you wouldn't know us. We're from Moordale, England. I think someone threw it from our coach. The toilet's blocked and the window's open. Oh my God. Je pense, moi, qu'on a fait le tour des points positifs. Il y a juste encore une chose, je sais que ça va particulièrement te toucher, Alexandra. Il faut, dans ce souci justement d'être didactique, pédagogique, c'est difficile de parler de cette saison 3 de Sex Education sans évoquer des petites scènes, mais qui en disent long. À l'image, je me souviens de la saison 1 et de l'avortement de Maeve. On a des scènes hyper importantes dans l'hôpital, d'une proviseure qui se rend plusieurs fois dans l'hosto, et tu vas expliquer pourquoi, Alex, et aussi des consultations médicales effectuées par Jean, qui a plus de 45 ans, hein, et qui va avoir un enfant, et qui se heurte à un connard fini, quoi. Oui. Je te laisse nous raconter tout ça, Alex. Et donc là, on aborde le sujet de la maltraitance, ou du moins de la malveillance gynécologique, hein, qui n'est plus un secret pour personne en 2021. Et oui, en effet, elle se prend des remarques par rapport à son âge. Et en fait, c'est toujours compliqué. Qu'on soit ado et qu'on soit en train d'avorter comme dans la première saison, ou qu'on soit d'un âge mûr et en train d'accoucher presque, c'est toujours compliqué. Et justement, pour revenir à la proviseure, donc elle se rend dans la même clinique gynécologique pour une PMA, hein, procréation médicalement assistée, et elle n'a que 28 ans. Et du coup, ça montre un peu que c'est quand même aléatoire ces histoires, puisque à plus de 45 ans, certaines tombent enceintes facilement, et d'autres, beaucoup plus jeunes, ont du mal en fait. Et il n'y a pas de soutien psychologique, ni pour l'une, ni pour l'autre, ni pour la troisième, si on reprend Maeve à la première saison. Et c'est déplorable en fait. C'est déplorable parce que quand on arrive pour une consultation gynécologique, quelle que soit la finalité et l'objectif, on n'est pas vraiment des patientes, des créatures humaines. On est parfois traité comme un simple numéro
voire une hystérique de service avec une grosse névrose. Alors que sa réaction était totalement légitime. Ce connard n'avait pas à émettre de jugement. C'est un docteur, hein, mais je dis connard parce que c'est l'adjectif approprié. Il n'avait absolument pas à juger du fait qu'elle a un enfant. Il me semble qu'elle a 48 ans dans la série, mais... Bah oui, surtout qu'en fait, c'est un personnage sublime, en fait. Elle est sublime physiquement et Gillian Anderson. Oui, elle a un dynamisme dans son jeu d'actrice, elle est quand même excellente. Et je dirais même qu'en fait, elle fait partie des actrices et des acteurs, hein, puisqu'on va pas se la jouer dans le genre là, mais on va se la jouer sur l'âge. Je trouve qu'elle joue de mieux en mieux. Et on est loin de sa période X-Files, où je trouvais qu'elle était assez plate, fade, un personnage assez pâle. Là, on est clairement sur une interprétation de qualité. Rappelons qu'elle vient d'avoir un Emmy Award oui. pour sa prestation en tant que Margaret Thatcher dans la série The Crown. Évidemment, elle a étoffé son jeu, notamment grâce à des passages dans d'autres séries comme The Fall, où elle est extraordinaire aussi, face à Jamie Dornan, alias Christian Grey de 50 nuances de Grey. Oui. Donc... Et je voudrais juste apporter une précision parce que nos auditeurs sont très bons, nos auditrices aussi sont très très bons sur le fait de relever d'éventuelles imprécisions. Tu as raison hein, sur le côté soutien psychologique qui manque cruellement dans ces moments-là, mais juste c'était une scène qui était extrêmement touchante. Je tiens juste à rappeler que quand Maeve est partie se faire avorter, je ne sais pas si tu te souviens de cette dame qui était à ses côtés dans la salle d'attente et qui elle venait genre pour la 3e fois, peut-être même plus, oui. se faire avorter. Et justement, elle avait trouvé les mots pour soutenir Maeve, pour la soutenir dans sa démarche. Juste l'accompagner, sans lui dire quoi faire, mais elle avait su dédramatiser, c'est un grand mot, mais désacraliser en tout cas. Oui. Tu vois ? Et je préfère le préciser parce que c'est une scène qui est extrêmement touchante. En parlant de scènes touchantes, dans la saison 1, il y avait un épisode qui était excellent. C'était le fameux épisode de ce qu'on appelle le slut-shaming, où il y avait une photo du vagin de Ruby, on y revient, qui circulait dans le lycée. Et du coup, à un moment donné, on réunit tous les élèves dans la fameuse grande salle, là, et le proviseur demande qui... Enfin, en gros, il s'agit du vagin de qui ? Et un par un, les élèves se lèvent en disant « It's my vagina » en VO. Oui. C'est mon vagin. C'est même un homme qui se lève. Saison 2, il y a cette scène d'agression sexuelle d'Amy, qui est toujours excellente d'ailleurs, Amy Lou Wood, de son vrai nom. Amy qui est traumatisée par le fait de monter dans un bus, elle n'y arrive plus. Et il y a ses amies à un moment donné, toutes, donc que des filles, qui l'accompagnent pour monter dans le bus. Est-ce que dans saison 3, on a des scènes aussi fortes que ces deux-là ? Disons que la solidarité est beaucoup plus implicite, puisqu'on prend en revue chaque particularité de personnage. En effet, elle existe, mais elle est beaucoup moins visible. Disons que ça se joue plus par couple, j'ai l'impression. Le soutien de Jackson sur Cal, le soutien et le non-soutien à un moment entre les personnages de Lily et de Ola, puisqu'au bout d'un moment, Ola en a un peu assez des excentricités et des fantasmes de Lily. Elle voudrait quelque chose de beaucoup plus classique et de moins scénarisé, en fait, dans leur intimité. Mais au final, à chaque fois, les couples... où les binômes savent se soutenir et concluent souvent de manière assez positive les problèmes rencontrés. Comme avec, on peut rajouter bien sûr Jacob avec Jean justement. Oui. Et c'est pas, j'avais prévenu que c'était avec spoiler, quand il y a la naissance du bébé, ce qui est magnifique dans la façon dont c'est raconté, c'est que le bébé va cimenter cette famille si désarticulée à la base. Et ça, c'est extrêmement touchant aussi. Oui. Une toute dernière question. Est-ce que tu attends avec impatience la saison 4 ? Avec tout ce qu'on a raconté. Oui, parce qu'en fait, ce bébé, on veut savoir de qui il est finalement, même si on s'en fout un peu parce que c'est pas le propos de la série. Mais en effet, apparemment, il y aurait une grosse surprise puisque la saison se clôture comme ça.
Jean. Jean reçoit le courrier qui annonce les résultats de tests d'ADN pour le bébé. Test de paternité. Oui. Voilà, on n'en sait pas plus, mais elle est très étonnée. Donc apparemment, il y a un petit couac. Et oui, bon, c'est ce qui pourrait vraiment donner une ouverture à la saison 4. À base de putain de merde, ouais, quand elle voit le résultat. On sait pas, hein, on le connaît pas. Mais du coup, on est presque sûr que c'est pas Jacob, en fait. Ouais, vu la réaction, oui. Ça craint. Bon, en tout cas, on aura fait long. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Il faut la mater, cette saison, tout simplement. Oui, elle est très intéressante, elle est très constructive, elle est très feeling good. Elle est là pour ouvrir les esprits et faire changer les constructions erronées de la société sur le sexe et sur les genres et sur tout le monde. Elle est top, en tout cas, franchement, j'ai eu du mal aussi, vraiment, et le 3e, 4e, ça devient beaucoup mieux. J'étais très sceptique au départ, et ça finit en boulet de canon, c'est magnifique. On vous recommande la saison 3 de Sex Education. La série comporte 3 saisons et 24 épisodes à ce jour, et elle est bien évidemment disponible sur la plateforme Netflix. La saison des séries, c'est fini. Merci Alexandra d'avoir été avec moi pour cet épisode où on a parlé de sexe et de caca. Et bien plus que ça quand même. Merci Alex. Merci à toi Junior et puis à bientôt. Pour écouter ou réécouter cet épisode ou nos épisodes en mode PPP, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis streaming préférées. Sur Apple Podcast, je vous invite fortement à nous mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles pour nous dire que vous nous aimez. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter @piloteparfait et sur Instagram la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.